table ronde en présence de plusieurs acteurs locaux, et on va également avoir une intervention avec Candice Delolagnier qui a présenté ses excuses. Malheureusement, il a eu un empêchement et il n'a pas pu venir, mais on va quand même avoir un échange avec elle, une fois de plus par Skype. Toujours en croisant les doigts que ça marche. Et je passe la parole à Jean-Marc Huissou, directeur du Centre d'études en géopolitique et gouvernance. Bien, écoutez, je vais être très bref parce que il y a tellement de choses intelligentes qui ont été dites et d'autres qui nous attendent que c'est pas moi qui vais faire la soirée. Je voudrais commencer tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous ceux que je n'ai pas encore vus et à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je voudrais aussi commencer d'abord par renouveler un grand merci à l'UPEG, à la Métro et à Philippe Lepé et son service, à Best et Jeunes Européens de participer à cet événement, et puis tout particulièrement un grand merci à Katia Jouk pour l'organisation, ainsi qu'à Bernard Hugonnier pour les prises de vue. Alors le thème de cette journée, ce sont les jeunesses européennes, c'est la jeunesse européenne. Philippe Lepé parlait des gens de 20 ans concernés par cet événement. Alors moi je fais partie de ceux qui ont plusieurs fois 20 ans dans la salle, donc je peux parler à plus d'un titre. Je voudrais quand même rappeler que si c'est important effectivement de confier un peu les clés du camion européen à la génération qui monte, il faut aussi souligner à quel point cette idée européenne s'inscrit quand même dans une histoire. Et là, je vais nuancer un petit peu ce que vous avez dit, Monsieur Lepé, tout à l'heure. Je pense que ce qui manque à l'Europe, ce n'est pas une histoire, mais un récit commun de cette histoire, ce qui est une toute petite nuance. Et je voudrais rappeler je voudrais juste qu'on fasse attention à ne pas oublier l'héritage de cette Union européenne, qu'on se souvienne de l'affiliation avec ses grands-pères fondateurs, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Joseph Bech, Paul-Henri Spaak, Johann Wilhelm Beyen, et j'en oublie bien entendu beaucoup. Histoire parce que l'Union européenne, c'est l'affiliation aussi d'une histoire longue, qui à un moment donné est apparu pour ces gens suffisamment dramatique, et à la fois suffisamment solide pour que ça vaille la peine de faire quelque chose de nouveau, de tenter quelque chose de nouveau dans la construction d'un vieux rêve qui est l'unité du continent européen, un rêve qui a, disons grosso modo, 2000 ans. Et on peut leur reprocher beaucoup de choses dans la façon dont ils ont conçu l'Europe politique, dans la façon dont d'autres derrière l'ont fait évoluer, mais il faut se souvenir qu'ils l'ont fait. Et ils l'ont fait sur une modalité qui n'avait jamais été essayée, la première dans l'histoire de ce continent, de tenter de créer une unité, de tenter de créer une communauté politique sur un mode autre que le mode impérial. Des tentatives d'union de l'Europe, il y en a eu beaucoup. Elles se sont pour la plupart déroulées dans l'exercice du pouvoir et de la force. Pour la première fois de notre histoire, nous tentons d'échapper à ce paradigme de longue durée de l'histoire européenne, et il faut quand même s'en souvenir et être un peu indulgent envers cette expérience qui est une expérience complètement nouvelle. Donc il y a à la fois du long terme, il y a 2000 ans d'histoire derrière, et en même temps il y a un tâtonnement, il y a une recherche, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau dans ce que nous essayons de faire, dans ce vieux monde qui, sur certains aspects, est peut-être en fait le nouveau. Mais ça, je ne vais pas développer là-dessus, j'ai soutenu ça dans d'autres enceintes et dans d'autres discours. Alors cette UE, donc, elle est critiquable à juste titre parfois, il y a un certain nombre de reproches légitimes qui peuvent lui être adressés, mais elle est encore à faire, elle est encore à inventer, elle a encore des voies à explorer, elle est d'une certaine manière à compléter de manière à ce qu'elle devienne notre république à tous, c'est-à-dire république au sens de bien commun. Et même si parfois on a l'impression qu'elle est dans un cul-de-sac, qu'elle a du mal à avancer, qu'elle est peut-être en bout de souffle dans certains aspects, moi je crois fondamentalement une chose. Même si dans sa forme actuelle elle échoue, et qu'un jour on décide que finalement ce n'était pas la bonne formule, institutionnelle j'entends, pas philosophique, je crois que de toute façon l'idée européenne aujourd'hui, grâce aux gens que j'ai cités tout à l'heure, elle est profondément ancrée. Elle est profondément ancrée, et d'autres expériences succéderont à celles qui ont été faites et tenteront d'aller plus loin pour créer cette république dont je viens de parler. Alors cette exploration, cette nouveauté, cette reconfiguration, ce nouvel élan, ce choix finalement civilisationnel de positionnement dans le monde que sera l'Europe de demain, bien effectivement c'est à vous les plus
jeunes d'entre nous qu'il reviendra de le faire. Donc je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre participation et je vous remercie de votre engagement pour cette cause que je crois très importante. Merci. Alors je prends le relais. D'abord, moi aussi, je remercie parce qu'il faut commencer par remercier et remercier GEM d'accueillir l'UPEG, Université populaire européenne de Grenoble. Quoi? Ça marche? Bon. Merci. Je ne sais plus où j'étais des remerciements, mais pas de remercier effectivement aussi la métro d'avoir permis cette manifestation un peu originale quand même dans son organisation, et c'est ça qui me paraît intéressant, et notamment pour les jeunes, de voir effectivement un dispositif d'atelier, ensuite on dit ce qui s'est passé dans les ateliers, donc, et on évolue par des propositions un petit peu concrètes, donc c'est ça qui me paraît intéressant. Et c'est vrai qu'on avait imaginé l'Europe et les jeunes pour voir quelle est la réalité de la citoyenneté européenne, et est-ce que c'est une réalité ou une fiction juridique et pas plus que cela, c'est important. Et en écoutant les propositions, moi vu des éléments comme cela, au fond, les jeunes d'aujourd'hui sont européens sans s'en apercevoir, sans d'une certaine manière véritablement le savoir. Ils voyagent sans s'arrêter aux frontières, ils circulent par Erasmus et donc les échanges fonctionnent. La culture est européenne, puisque la culture, y compris même les langues pratiquées, même lorsqu'on pratique une autre langue que la sienne, c'est aussi encore une langue européenne, et donc on reste dans l'Europe. Les jeunes n'ont pas connu la guerre et n'ont pas connu pourquoi cette Europe a été fabriquée à un moment donné, pour plus jamais la guerre sur un territoire. Et d'une certaine manière, pour les jeunes d'aujourd'hui, il me semble, c'est assez naturel, c'est assez normal que les Européens ne s'entretuent plus, alors qu'ils n'ont fait que ça pendant des siècles. Et puis, il y a un autre aspect aussi. En même temps, ce que j'ai retenu en écoutant les résultats des ateliers, c'est que quelque part, les jeunes, en même temps, connaissent très mal l'Union européenne. Mal l'Union européenne, les institutions presque pas, c'est assez lointain, elles sont même lointaines, avec presque un scepticisme sur ces institutions, sur la possibilité qu'ils ont d'avoir une influence sur ces institutions. Les autres États ne sont pas si connus que cela, même si on voyage. Les politiques européennes, et notamment les politiques européennes sur la jeunesse, ne sont pas forcément connues. Je pense à Erasmus+, par exemple, ou les évolutions qu'il y a en ce moment, y compris pour la lutte contre le chômage en Europe, avec des réunions et des investissements budgétaires importants sur les budgets de 2014-2020, avec un investissement en matière de lutte contre le sous-emploi des jeunes. La citoyenneté européenne, est-elle vraiment connue? C'est pas sûr. Tout à l'heure, celui qui vivait assez loin de nous, à Hong Kong, je crois, disait oui, non, moi on me regarde comme un Français, pas tellement comme un Européen, et j'ai pas vraiment beaucoup d'influence. La jeune Roumaine disait j'ai pas beaucoup d'influence non plus, alors qu'elle est électrice européenne, elle peut voter aux élections européennes, contribuer éventuellement à porter sa voix à tel ou tel type de candidat, mais c'est mal connu. Alors c'est vrai que en même temps les informations existent, c'est le paradoxe. L'Europe informe énormément avec beaucoup de documents de toute nature, peut-être trop d'ailleurs, il y a énormément de choses très peu connues. Quand on va à Europe Direct, il y a un nombre de documentations tout à fait important, c'est quasiment pas utilisé et peu utilisé. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors le Parlement européen des jeunes va nous dire des choses sur cela, c'est sûr. Les élections européennes approchent et l'inquiétude monte. L'inquiétude monte sur un rejet de l'Europe, soit une indifférence, parce qu'il y a aussi l'indifférence, la non-participation. Quand on regarde les élections depuis qu'elles existent, la participation électorale a toujours baissé depuis 1979. On a commencé à près de 65-70% de taux de participation. Pour les dernières élections européennes, on était à moins 45%. Moyenne globale. Hein. Les Belges votent à 90%, mais le vote est obligatoire. Mais les Lituaniens, Estoniens, Lettoniens, Polonais votent pas non plus beaucoup aux élections européennes. Et les Français, à peine 50%, et même un petit peu au-dessous de 50%. Donc c'est un élément important, d'où cette importance de dialogue. Parce que le sentiment, quelque part, c'est que la démocratie européenne est une démocratie anonyme.
Et c'est une formule que j'aime beaucoup, qui est une formule de Paul Magnette, qui est un spécialiste des questions européennes. Il dit, au fond, c'est une démocratie anonyme. Il y a de la démocratie, mais les citoyens européens n'ont pas le sentiment qu'ils peuvent peser sur les évolutions de cette démocratie, sur les évolutions du Parlement européen, le sentiment que c'est un peu lointain, un peu bureaucratique d'une certaine manière. C'était un peu pour introduire les choses. Alors, on va peut-être entendre d'abord la représentante de l'agence, c'est ça? De l'agence française du programme Jeunesse en Action, pour nous raconter qu'est-ce que fait l'Europe pour la jeunesse. Je vous laisse opérer. Si elle est là. De l'agence française du programme Jeunesse en Action. Et l'idée, c'est de poser quelques questions. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Alors on va dialoguer. Pardon? Moi, je ne suis pas dans la technique. Hein. Merci d'être avec nous, malgré le fait que vous n'ayez pas pu venir sur place. C'est dommage, mais c'est bien, on échange quand même. Au fond, il y a un certain nombre de questions. Peut-être on peut démarrer comme ça et après vous verrez. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'agence française du programme Jeunesse en Action, peut-être? Alors, je voudrais quand même je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu venir, mais voilà, il y a pas mal de choses qui bougent au niveau du ministère en ce moment. Pour vous expliquer ce qu'est l'agence du programme Jeunesse en Action, en fait, il faut imaginer que l'Europe a mis en place un certain nombre de dispositifs de mobilité. Le plus connu étant Erasmus. On est sur ce qu'on appelle la mobilité dite formelle, c'est-à-dire que les jeunes partent à l'étranger, généralement en Europe, pour faire leurs études et en même temps apprendre la vie, etc., etc. L'auberge espagnole. Le principe, par contre, de Jeunesse en Action, c'est de développer la mobilité non formelle, c'est-à-dire de permettre aux jeunes d'avoir une expérience à l'étranger qui ne se fasse pas dans le cadre des études. Donc il y a deux cas de figure en fait très concrètement. Le service volontaire européen qui permet à des jeunes d'aller donner un peu de leur temps dans une association. Et puis les échanges de jeunes. Un groupe de jeunes qui monte un projet, qui va partir, ou un groupe de jeunes qui vont accueillir d'autres jeunes de toute l'Europe sur le territoire français. En résumé, c'est ça. Et au fond, là, il y a une agence française. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette agence française par rapport à la démarche européenne? En fait, l'Europe a décidé de mettre en place une sorte de gestion décentralisée. Donc, elle a ouvert des agences dans tous les pays européens. L'agence française est donc une agence qui est rattachée directement à l'Europe, bien évidemment, puisqu'on travaille avec leurs fonds et on obéit à leurs directives. Mais dans le même temps, nous sommes rattachés à l'INJEP, Institut national de la jeunesse, qui lui-même est un établissement public sous tutelle du ministère des Sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Et comment réagissent par exemple les jeunes Français sur les questions européennes ou sur ces actions? Vous voulez dire quelle est leur perception de ce type d'action de l'Union européenne? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, pour être très direct, en fait, il y a, je crois, deux catégories. Soyez direct, pas de problème. Il y a deux catégories de jeunes. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Les jeunes qui savent, qui sont généralement donc les jeunes qui ont l'éducation, qui ont fait des études, vont passer par tous les circuits habituels. Ils vont faire Erasmus et puis ils vont aller faire un service volontaire européen et peut-être qu'ils auront l'idée de monter un projet européen. Donc pour cela, il y a, je pense, une très bonne perception du programme, si tant est qu'ils aient envie de s'en saisir. Par contre, pour la catégorie de jeunes qu'on cible plus particulièrement, là, on a un vrai déficit de communication et je pense qu'il n'y en a pas suffisamment qui utilisent le programme. C'est un petit peu d'ailleurs l'enjeu, le défi de ces années à venir.
Mais comment communiquer justement pour que ceux qui ne savent pas sachent? C'était très difficile ces dernières années parce que l'agence, il faut imaginer en termes de taille, elle est toute petite. Pour vous donner un rapport de grandeur, l'agence 2E2F, qui s'occupe du programme éducation tout au long de la vie à Bordeaux, a à peu près 130 millions d'euros de budget. Nous, on en a 15. Donc c'est un rapport de 1 à 10. Et on n'a pas quelque part la taille critique pour arriver à faire suffisamment de communication. Le nouveau programme Erasmus+, qui fusionne l'ensemble des programmes de mobilité, devrait normalement nous donner des leviers pour nous permettre de mieux communiquer, d'une part. D'autre part, le gouvernement a mis en place tout un plan priorité jeunesse qui devrait, je l'espère également, nous donner des leviers pour mieux faire connaître le programme, notamment à travers les comités régionaux de la mobilité, qui devrait être mise en œuvre sur chacune des régions françaises. Erasmus+, c'est bien parti? Erasmus+ a été voté hier, donc c'est très parti. Oui, avec un beau budget, puisqu'on double quasiment notre budget pour les 7 ans à venir. Ça, il faut le faire savoir, hein, que ça a été voté et qu'il y a un budget extrêmement important. Est-ce que le Parlement européen déjà a une question? Alors, tout d'abord, bonsoir madame. Bonsoir. Peut-être plus une précision par rapport à la visibilité de votre programme notamment, et pour apporter aussi un complément et pour vous dire que nous, le Parlement européen des jeunes, on a plusieurs fois recours au programme européen Jeunesse en Action pour organiser nos événements, et qu'en effet, c'est un programme qui apporte un soutien aux jeunes. Alors c'est une tranche d'âge qui correspond aussi à la tranche d'âge que nous touchons entre 16 et 25 ans au Parlement européen des jeunes, et qui apporte donc un soutien pour organiser des événements d'envergure européenne, avec aussi un aspect de diversification pour toucher plusieurs types de personnes, comme vous l'avez évoqué. Alors ensuite, ma question, c'était plutôt sur Erasmus+, mais en effet, vous l'avez posé. J'aurais plutôt aimé savoir si le programme européen Jeunesse en Action était amené à se développer et peut-être à toucher d'autres éléments que la mobilité, dans le cadre de ce programme Erasmus+, ou alors si c'était quelque chose de complètement indépendant. Oui, c'est une très bonne question parce que ça me permet de dire deux choses importantes. Le programme va être amené à se développer puisque nous allons doubler nos budgets. En fait, on peut penser que pendant 2-3 ans, on va rester sur une moyenne de 13 à 15 millions par an. Et ensuite, on devrait monter jusqu'à 25-30 millions par an. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour ce programme. Et dans le contexte actuel, c'est même une excellente nouvelle en termes de financement. Oui, ça vient d'être voté. Et puis l'autre bonne nouvelle pour ce programme, c'est qu'effectivement on se diversifie. Jusque-là, nous étions donc quand même axés très mobilité avec le SVE et les échanges de jeunes. Maintenant, nous allons avoir deux autres types d'actions, ce qu'on appelle les partenariats stratégiques et ce qu'on appelle le soutien aux réformes politiques. Alors les partenariats stratégiques, en fait, ça va permettre de nouer des accords entre différents pays, entre différents types d'organisations, et d'arriver probablement à faire plus levier pour porter des projets d'envergure. Le soutien aux réformes politiques, on a une idée un peu globale de ce que ça va être, on ne sait pas trop dans la réalité, en tout cas au niveau national. J'espère que ça va nous permettre de mieux développer les relations entre l'échelon central et les collectivités locales, parce que je pense que c'est la clé, parce que pour nous, l'enjeu du futur programme, c'est pas le tout d'avoir une hausse budgétaire, mais il va falloir aussi avoir suffisamment de projets pour dépenser notre argent. Plus qu'une question, c'est plus une clarification. En fait, il existe une association en Europe qui s'appelle Youth in Action, littéralement Jeunesse en Action. Je voulais savoir en fait si vous étiez l'antenne en France de cette association ou ça n'avait rien à voir. Non, je la connais pas, cette association. Non, mais vous allez faire connaissance. Moi, j'avais une dernière question, sauf si on demande à la salle de poser une question à cette dame. Non? D'accord. C'est une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que la citoyenneté européenne avance? Vaste question pour terminer, mais...
Oui, vaste question et en fait, de façon assez paradoxale, elle est en train de re-avancer. Ces dernières années, notre programme normalement est un petit peu là pour ça, pour soutenir la notion de citoyenneté à travers l'Europe. Or, depuis déjà 5 ans, un vrai glissement tout à fait normal et naturel s'effectue puisque le grand problème, c'est l'emploi. Donc, on était en train de tout axer sur l'employabilité, la création d'entreprises, la création de richesses, etc. Et en mettant un petit peu trop de côté la notion de citoyenneté. Or, tout ce qui est en train de se passer actuellement, que ce soit l'exacerbation des nationalismes, que ce soit la crise, etc., fait que l'Europe est en train de se dire, mon Dieu, mais le programme Jeunesse en Action, il est très intéressant puisqu'il est là pour développer la notion de citoyenneté. Donc j'ai eu l'agréable surprise au dernier business meeting à Bruxelles d'entendre nos interlocuteurs de la Commission européenne nous dire, vous avez maintenant 2 enjeux, la citoyenneté et l'employabilité, ce qui me semble un équilibre intéressant. Donc notre débat est tout à fait en phase avec les évolutions. Absolument, on rentre dans une nouvelle phase même. Très bien. Merci beaucoup madame, et on va vous quitter. Vous avez été avec nous quand même par la technique. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bien, alors maintenant on va passer avec le Parlement européen des jeunes. Hein. Je vous donc demande d'abord de présenter ce qu'est le Parlement européen des jeunes, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment connu de tous, et puis ensuite quelques questions. Alors bonsoir à tous. Déjà, je tenais à remercier les organisateurs de cette soirée, GEM, la Métro, l'UPEG, qui nous ont permis de nous exprimer ce soir sur notre association, le Parlement européen des jeunes. Donc en effet, qu'est-ce que le Parlement européen des jeunes? C'est une association apolitique et non partisane qui a été créée en 1987 à Fontainebleau et qui est présente aujourd'hui dans 36 pays du continent européen. Donc vous voyez, au-delà des traditionnelles frontières de l'Union européenne. C'est une association de citoyenneté, d'éducation populaire, qui organise des événements qui sont des simulations parlementaires, qui sont généralement composés de 3 temps forts, ce qu'on appelle le team building, c'est-à-dire des jeunes qui viennent de lycées ou d'universités différentes, qui se retrouvent et qui participent à des activités pour créer un esprit de groupe et une vraie cohésion, puisque les groupes sont ensuite amenés à travailler en commission sur des sujets d'actualité européenne qui seront ensuite débattus en assemblée plénière. Donc vous voyez, c'est le schéma global de nos activités qu'on appellera sessions. On en organise toute l'année sur toute la France. On organise d'ailleurs notre session nationale, un des plus grands événements nationaux que nous faisons par an, à Grenoble en décembre, du 6 au 8 décembre. Et notre volonté, c'est vraiment de créer un espace de débat ouvert à tous, de développer aussi la connaissance des institutions et du fonctionnement des institutions chez les jeunes, puisque les commissions de travail sont aussi les commissions que nous retrouvons au Parlement européen. Et c'est aussi une association, donc je vous le disais, de citoyenneté, qui développe aussi la connaissance de tout ce qui se passe au niveau européen, et notamment des élections européennes, puisque nous développons un programme d'action pour les élections européennes de 2014. On pourra le développer si vous avez des questions. Mais aussi tout un volet de formation, puisque nous avons vraiment la volonté de donner le plus d'outils pour les jeunes pour construire leur citoyenneté active, toujours dans le cadre de la prise de responsabilité. Je vais peut-être laisser la parole à Quentin si tu veux développer un petit peu. Oui, bonsoir à tous. Je vais juste rajouter quelques mots puisque j'ai trouvé intéressant de voir tout à l'heure, on a beaucoup parlé de mobilité, on a beaucoup parlé de communication sur l'Union européenne. Et en fait, nous, c'est ce qu'on s'attelle à faire au jour le jour dans notre association. Après, peut-être qu'on manque un peu de visibilité, mais on espère s'agrandir et toucher de plus en plus de monde. Comme l'a dit Céline, il y a vraiment 2 aspects à notre action, l'aspect citoyenneté européenne et formation des jeunes. Et donc je pense qu'en ça, on a d'ailleurs l'agrément d'éducation populaire, et je pense vraiment qu'on est un complément d'éducation populaire. Comme on dit tout à l'heure, l'idée de faire plus de cours de civisme à la citoyenneté européenne, je pense que ça peut aussi passer par le tissu de la société civile et notamment les associations. Et vous avez envie de devenir parlementaire un jour du Parlement européen?
de parlement des jeunes parlementaires, c'est ça? Non? Et est-ce que combien il y a de participants justement actifs un peu au Parlement européen des jeunes, parce que est-ce que ça a un impact sur la jeunesse européenne, cette existence de Parlement européen des jeunes, et une meilleure connaissance des institutions, une meilleure connaissance des politiques européennes par exemple? Merci. Oui, alors à propos de l'impact de notre action, bon, c'est toujours assez difficile à quantifier l'impact qu'on peut avoir sur les personnes qui participent à nos événements. Mais en tout cas, nous, on se place dans une démarche où nos événements sont organisés par des jeunes et pour des jeunes. C'est-à-dire qu'on part de... Jeune, c'est quel âge? Alors, voilà, on décrit les jeunes comme entre 16 et 25 ans. Mais bien sûr, après, c'est pas limité à 25 ans. Hein. Quand vous arrivez à cet âge, vous n'êtes pas mis dehors de l'association, pas du tout. Justement, vu qu'il y a tout un volet formation dans notre association, on apprécie la présence de bénévoles plus anciens qui ont aussi de l'expérience dans l'association. Et donc, pour essayer de quantifier cet impact, donc comme je vous le disais, c'est une association par les jeunes et pour les jeunes, mais on essaye aussi de diversifier le plus possible nos publics afin de toucher toutes les catégories sociales qui sont présentes chez nous, donc en France, mais aussi dans les 36 pays dans lesquels on est mobilisé. Et donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser les jeunes à la fois dans un engagement vers l'Europe, mais plus largement dans un engagement bénévole. C'est une notion qui nous tient à cœur et qu'on mobilise tous les jours. Et on pense aussi que dans un monde qui est de plus en plus globalisé, l'idée de s'ouvrir à d'autres cultures est important pour pouvoir s'insérer au mieux dans la société. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors peut-être juste quelques éléments dont on dispose au niveau national. On a pu avoir quelques chiffres. Par exemple, en 2011, on a eu 5000 participants à nos activités sur toute l'année. On a 1000 membres actifs actuellement. On a une centaine de clubs Europe au niveau national, c'est ça. Le réseau européen est beaucoup plus développé, mais je serais incapable de vous donner des chiffres à ce sujet. Vous avez des relations justement avec les autres parlements européens des jeunes ailleurs? Bien sûr. En fait, on est vraiment une organisation qui est, on ne dirait pas vraiment coordonnée, mais avec quand même des liens au niveau international. On a le bureau du PEJ international qui est situé à Berlin et qui permet aussi de faire la communication entre les différents comités nationaux. On organise tous les ans 3 événements à dimension européenne qui regroupent les 36 pays membres de l'association pour ce qu'on appelle des sessions internationales dans 3 pays différents à chaque fois, une au printemps, une en été, une en automne. Et là, ce sont 300 participants qui sont réunis pendant 10 jours pour débattre, pour échanger des questions européennes. Donc en termes d'impact, je pense qu'on a quand même une influence et on voit vraiment un véritable engouement pour ces expériences qui sortent un petit peu de la norme, qui sont assez exceptionnelles, et surtout l'expérience, à mon avis, de vivre concrètement l'Europe, ce qui n'est pas forcément donné dans la vie de tous les jours. Et de faire la loi, je veux dire la loi européenne, c'est-à-dire les directives et les règlements européens aussi dans vos sessions, parce qu'il y a cette dimension-là aussi, d'imaginer des textes. Oui, c'est ça. En fait, dans nos sessions, les participants sont réunis en commission de travail, les commissions donc, qui existent au Parlement européen, et doivent débattre de sujets d'actualité européenne. Et à la fin de la session, doivent produire des résolutions de loi, donc sur le même format que les résolutions qui sont produites au Parlement européen, résolutions qui sont ensuite débattues en assemblée plénière, toujours comme au Parlement européen. On a vraiment le même système de fonctionnement que les institutions européennes. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il y a au fond l'émergence réelle d'une citoyenneté européenne dans la jeunesse? Grave question, il est vrai. C'est une question assez difficile, mais je pose que des questions difficiles, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on touche beaucoup de jeunes et on peut avoir beaucoup de retours différents sur ce qu'on peut, sur l'action qu'on fait. Et donc notamment par la mobilité qu'on propose aux jeunes, pouvoir partir dans des pays étrangers, pouvoir discuter de politique européenne, penser à un niveau européen avec d'autres nationalités, donc des nationalités de 36 pays différents. Ça apporte en effet une conscience européenne, ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté européenne, au moins au niveau politique. Et nous-mêmes, pour l'avoir vécu en partant en session, alors ça peut aller... Donnez un exemple, voyez.
Très bien, je suis allé en Turquie l'année dernière, et donc de pouvoir parler avec des Turcs qui sont même pas dans l'Union européenne de problématiques européennes, c'est très intéressant de comprendre la manière dont eux ils voient les choses, de parler avec des Tchèques ou des Roumains, des gens avec qui concrètement dans la vie réelle on n'a pas l'occasion de parler de politique. En soi, ça, je pense que ça apporte vraiment une conscience européenne et un sentiment de citoyenneté européenne. Et alors, encore une fois, je vais rajouter quelques chiffres, puisque à chaque fois, à la fin de nos événements, on distribue un questionnaire pour avoir aussi, nous, des éléments comme disait Quentin, des éléments quantitatifs de notre action. Et alors, on voit sur les résultats de ces questionnaires qu'environ 80% des participants à nos sessions se sentent plus citoyens européens. Environ 70% comprennent mieux les institutions européennes à la suite de nos sessions. Et plus de 60% de nos participants sont convaincus d'aller voter aux élections européennes. Alors ce dernier chiffre est un petit peu à nuancer, sachant qu'on touche quand même beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore majeurs, donc qui ne sont pas en âge de voter aux élections européennes. Ensuite, au-delà de ça, alors je rejoins tout à fait Quentin sur les expériences d'échange culturel, de rencontres européennes qu'on peut vivre dans le cadre de cette association. Et je pense aussi qu'on a un rôle un petit peu proactif dans la sensibilisation aux questions européennes, notamment dans le cadre de l'année 2013, année européenne de la citoyenneté, où on a pu développer tout un programme d'action justement pour sensibiliser les jeunes à ces questions européennes, avec des événements qui avaient lieu tous les mois, à chaque fois dans une région différente pour toucher un maximum de personnes. Encore une fois, tout un programme de communication et d'action qui est prévu pour 2014 pour les élections européennes. Donc je pense qu'en effet, ça peut développer un sentiment et une conscience européenne. Merci de ce travail, parce que c'est précieux, je pense, pour la citoyenneté européenne aussi. Alors maintenant, on passe à Best, c'est ça? Best, vue de Corée, c'est ça? Alors, c'est quoi? Alors donc, bonjour, je m'appelle Youn, je suis en première année à Grenoble IMB Felma, c'est une école d'ingénieurs. Et je suis ici en tant que représentant de l'association Best. Alors qu'est-ce que c'est Best? Best qui signifie Board of European Students of Technology. Et en fait, c'est une association qui comporte 3300 membres actifs et qui est présente dans 33 pays et dans 95 associations. C'est-à-dire qu'il y a 94 associations qui ont la même structure que nous. Ce que promeut Best, c'est l'interculturalité. Et ce qu'on cherche à faire justement, c'est de permettre à des jeunes étudiants comme nous tous de développer... Pardon. Oui, on l'est toujours, pas de problème. On en apprend tous les jours. Justement, de développer un réseau à travers toute l'Europe, à travers l'organisation de divers événements et d'échanges. À titre d'exemple, je vais plutôt vous parler des événements qui sont organisés à l'échelle européenne. Nous organisons notamment un échange culturel. Alors qu'est-ce que c'est cet échange? En fait, pendant 2 semaines, nous allons nous mettre en partenariat avec un autre Best d'un autre pays. Par exemple, cette année, c'est en Russie, à Saint-Pétersbourg, que ceci se déroule. Pendant 1 semaine, nous allons aller chez eux et justement, ils vont nous faire découvrir leur culture, leur ville et leur façon de s'amuser. Et dans un autre temps, justement, nous allons les accueillir ici, à Grenoble, encore une fois, pour partager notre culture. Le deuxième événement est en fait un séminaire technologique autour d'un sujet scientifique. Par exemple, cette année, c'est les piles à combustible. En fait, pendant 10 jours, nous allons accueillir 25 étudiants de l'étranger qui ont été sélectionnés à travers leurs lettres de motivation. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons reçu 300 lettres de motivation et nous avons dû en sélectionner 25 parce qu'ils sont vraiment très motivés de partir et parce qu'on leur donne des possibilités de partir à faible coût. Pourquoi? Parce que ces étudiants justement qui seront acceptés ne vont payer que leur billet aller-retour ainsi qu'une cotisation à hauteur de 30 € maximum. C'est à nous après, au Best local justement, de trouver les fonds nécessaires pour leur apporter de la nourriture, un logement, des tables rondes, des conférences, des ateliers au sujet du sujet scientifique et de leur faire découvrir bien sûr la ville de Grenoble qui est un peu la base. Pourquoi est-ce que c'est bien pour tous les étudiants, par exemple, de Grenoble INP? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, tous les BEST, c'est-à-dire les 95 BEST, ont l'obligation d'organiser soit une compétition d'ingénieurs, soit justement un séminaire technologique. C'est-à-dire que pour des jeunes étudiants, nous avons 94 possibilités de partir durant l'année, à faible coût encore une fois, car nous ne payerons que notre billet d'avion et une cotisation de 30 € maximum. Et alors, et l'Europe dans tout ça?
Parce que vous avez une vision très large. La Russie, c'est immense. Elle a une frontière avec la Mongolie, je crois, avec la Chine. Donc c'est un territoire immense, la Russie. Et la Russie est en Europe pour vous? Pas pour moi, pour Best. Pour Best, c'est en Russie. Et c'est juste que le réseau s'est développé et ça nous permet... on a quelques frontières, mais on ne cherche pas justement à se limiter. Des gens de Russie étaient motivés pour créer leur propre association et nous n'allons pas dire que ce n'est pas possible. Et justement, ça nous permet de partir. Car par exemple, moi j'ai été sélectionné justement à un séminaire en Russie en février et c'est vraiment une très bonne opportunité pour moi car je ne suis jamais parti en dehors de l'Europe de l'Ouest et en Corée du Sud, bien entendu. Oui, puis il y a des accords de libre-échange avec la Corée du Sud, entre l'Union européenne, que je sache, des accords assez développés. Et alors, sur les questions, non, mais il faut revenir un peu à l'Europe quand même, puisque c'est les jeunes et l'Europe et les jeunes font la vision que Best éventuellement, ou vous-même, ont de l'Europe. L'Europe, cette fois-ci, à 28, qui n'est pas encore à 40. Disons que pour nous... l'Europe est un territoire où justement nous pouvons favoriser les échanges et justement de travailler. Pardon. L'Europe. Il faut essayer d'avoir le micro face à la bouche. Ça marche. L'Europe est en fait un territoire pour nous qui nous permet justement de développer, on va dire, des échanges et justement de travailler en communauté. C'est-à-dire que nous avons parlé de l'organisation des séminaires et d'événements et en fait nous allons permettre à ces jeunes étudiants de travailler en équipe. C'est-à-dire que par exemple dans l'après-midi ils vont devoir se mettre par groupe de 6 et ils vont devoir travailler en équipe sur un sujet. Par exemple l'année dernière nous devions créer la plus haute tour possible avec des spaghettis, des marshmallows et justement je vous jure excellent. C'est justement ça nous permet justement de c'est dedans, ça va alors. Sinon, ça nous permet justement de faire émerger justement une conscience européenne à travers la connaissance des autres cultures. Car on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un disait que justement il ne connaissait pas la moitié des pays de l'Union européenne. Et bien justement, grâce à ce réseau, nous pouvons partir dans des destinations que nous ne connaissions pas, justement rencontrer des gens qui vivent là-bas et découvrir leur culture. Et justement, ça nous permet justement de faire émerger une certaine conscience. Bien, alors maintenant, on passe aux questions. Je pense que ça serait bien s'il y avait des questions et des échanges. Hein? Bonsoir. Alors, je reviens sur l'initiative du Parlement européen des jeunes. J'ai trouvé ça passionnant. Ça serait bien, comme on enregistre, de se présenter. Merci d'avance. Alors, je suis Mathieu Damian, je suis le directeur de l'École de la Paix, une association grenobloise qui promeut la culture de la paix. Lorsque vous vous êtes présenté, vous avez dit vous êtes non partisan et non politique. Je comprends tout à fait que vous soyez non partisane. Par contre, à politique, j'ai eu un peu plus de mal vu que faire un Parlement européen des jeunes en étant apolitique, bon, il y avait une petite contradiction, c'est en passant. En tout cas, sur votre projet, est-ce que d'une part vous faites remonter les propositions aux parlementaires européens? Parce que quelque part, des fois, ce qu'on peut reprocher à ces fonctionnements, c'est quelque part de faire plaisir aux jeunes, mais parler tant que vous voulez, un peu la démocratie, c'est cause toujours tu m'intéresses. Est-ce que vous faites remonter ça aux parlementaires pour que quelque part vous puissiez dire on se réunit régulièrement, peut-être que ça pourrait compter pour vous de savoir ce que des jeunes pensent, surtout après 10 jours passés ensemble. Et puis la deuxième chose, vous avez 3 stades d'action et ils sont très très bien. Je pense à Porto Alegre et dans cette ville, ils ont mis 10% du budget du conseil municipal dédié à des actions portées par les gens. Est-ce que vous avez peut-être un droit d'initiative que vous pourriez faire porter dans les budgets que vous avez pour des initiatives de ce type, pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas consacrer 3 ou 4 000 euros
sur, quelque part, que vous ayez à la fois l'initiative de la loi et en même temps une action qui permette de dire on va non seulement proposer une loi, mais on va essayer aussi de l'appliquer. Voilà, c'était une petite proposition. Alors déjà, merci beaucoup pour votre question. Je vais commencer par revenir sur la question de l'apolitisme de l'association. En effet, c'est une question qu'on nous pose souvent, puisqu'on fait de la politique dans le sens large du terme, c'est-à-dire du débat, discuter entre nous et échanger. Le sens apolitique et non partisan, c'est vraiment qu'on ne milite pas. Alors déjà, on n'a aucun lien avec les partis politiques, qu'ils soient français ou européens. Et c'est aussi parce qu'on ne milite pas pour une vision particulière de l'Union européenne. On ne milite pas pour plus de fédéralisme, on ne milite pas ou alors pour moins d'intégration, etc. Donc c'est dans ce sens que l'association est apolitique et non partisane. Ensuite, peut-être par rapport aux propositions qu'on peut faire remonter au niveau des institutions européennes, on a régulièrement des échanges avec les institutions, notamment dans le cadre de nos sessions internationales, les événements emblématiques du PEJ international. On a dans ce cadre, alors déjà je tiens à préciser que les résolutions qui sont écrites pendant ces sessions internationales sont envoyées à la Commission européenne et au Parlement européen. Et on a aussi des retours. On a eu d'ailleurs lors de la dernière session internationale un message vidéo de Martin Schulz qui s'adressait directement aux participants de la session internationale. Et on a aussi des relations avec les dirigeants nationaux. Je peux vous donner un exemple, notamment dans le cadre du 9 mai de l'année dernière, la Journée de l'Europe. On a organisé un événement à Paris, une session d'une journée, en présence de M. Thierry Repentin, le ministre des Affaires européennes, qui est venu et qui a pu débattre des propositions qui avaient été faites par les jeunes dans la journée. Tu veux peut-être ajouter avant de passer à la dernière question ? Juste pour continuer sur les propositions qui sont remontées ou pas aux parlementaires européens, juste pour ajouter quelque chose, c'est que pratiquement dans toutes nos sessions, on a des parlementaires européens ou nationaux qui viennent assister à l'Assemblée générale et ainsi ils peuvent écouter et prendre en note ce qui se passe. Et également, l'année dernière qui était l'année européenne de la citoyenneté, on a mis en place en fait une plateforme de débat sur notre site et en fait chaque mois il y avait une session avec un thème et un eurodéputé qui était présent et donc l'eurodéputé pouvait discuter des propositions qui étaient mises en place, puis la discussion se déplaçait sur notre plateforme de débat et ainsi il y a pu avoir un débat sur les propositions avec à la fois des jeunes qui avaient participé aux sessions et des élus extérieurs ayant participé ou non sur cette plateforme. Pour répondre à la dernière question, c'est quelque chose auquel on n'a pas encore pensé, c'est vrai. Mais nous, en fait, on est beaucoup plus sur de la sensibilisation vers les jeunes. Et peut-être dans le cadre de nos sessions internationales, où là, c'est vrai qu'il y a un vrai travail. Mais le reste du temps, nos sessions se déroulent sur entre 1 et 3 jours. Donc on n'a pas vraiment le temps de fournir un travail qui serait digne d'une règle qu'on pourrait appliquer. Où il faudra la retravailler. Enfin, ça pourrait être un travail plus long. On a déjà fait quelque chose dans cet ordre-là, puisque en 2012, on a collaboré avec la région Rhône-Alpes dans le cadre de leur projet Montagne 2040, où là, pendant une période de 6 mois, on a vraiment proposé les mêmes thématiques pendant nos sessions, donc sur la thématique de la montagne. Et à la fin, on a pu proposer vraiment plusieurs propositions où les jeunes avaient pu s'exprimer sur cela, et la région a pu ainsi en prendre compte dans sa demande de participation. Et votre réunion grenobloise, quel va être son thème en décembre? Montagne. Ah non, pas la montagne. Ça tombe très bien puisque ça va être justement la citoyenneté européenne chez les jeunes, donc ça tombe assez bien avec le thème. Et peut-être quelques mots sur l'événement. Donc il faut savoir qu'on organise deux sessions nationales par an, et c'est aussi dans les 36 pays européens où l'association est implantée. Et donc cette année, elle se situe à Grenoble. Donc ça va vraiment être l'occasion pour nous à la fois de dynamiser notre réseau sur Grenoble, à la fois également de mobiliser tous les partenaires que l'on a ici. Et voilà. Et la ville de Grenoble va consacrer 10% de son budget, comme Porto Alegre, à vos initiatives. Oh. Une autre question? Allez-y.
Bonsoir, je suis Carole Dermil, président de la Jeune Chambre économique de Grenoble, qui est aussi une organisation internationale. J'ai eu la chance de participer à notre congrès à Rio il y a 10 jours. Quand vous parliez tout à l'heure de citoyenneté européenne, pour avoir vécu pendant 2 ans en Asie, à Singapour, personnellement, moi, je l'ai ressenti. Je trouve qu'on a quand même beaucoup de points communs malgré nos différences culturelles. Mais néanmoins, je suis assez frustré quand j'entends aujourd'hui, dans les médias, les groupes, les syndicats, toujours taper sur l'Europe. On a l'impression que l'Europe, c'est un peu l'origine de tous les maux aujourd'hui. Comme vous le savez, dans quelques mois, nous avons les élections européennes. On entend parler beaucoup des partis extrémistes qui montent, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui sont plutôt des partis anti-Europe. Alors moi, j'ai une question, c'est vous, entre vous, je suppose que vous êtes plutôt des Européens convaincus, mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que l'Europe, donc là au niveau des parlementaires européens, pourrait faire pour promouvoir les différents projets qu'il finance. Enfin, l'Europe a un budget colossal, il finance énormément de projets, mais au final, les gens ne sont pas au courant, que ce soit en termes de développement, transport et autres. Et malheureusement, les gens aujourd'hui voient qu'une chose, c'est l'Europe nous emmène la délocalisation, etc. Voilà, donc quelles sont peut-être vos suggestions, vos solutions par rapport à ça ? Du coup, pour donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a à la fois notre volet d'activité qui est les sessions, mais on a également d'autres programmes de sensibilisation. Et justement, cette année, pour les élections européennes, on en a un particulier, une opération de communication qui va être lancée à partir de janvier. Et donc l'idée, c'est tous les jours publier sur notre site et via les réseaux sociaux sur lesquels on est une bonne raison d'aller voter aux élections européennes. Donc ça va être dans le format peut-être d'une blague, donc d'un texte, ou d'une vidéo, d'une photo. Et donc l'idée qu'il y a derrière, c'est que du 1er janvier jusqu'au jour des élections européennes, il sera passé, je ne sais pas exactement combien de jours, on va dire 200. Et donc l'idée à la fin, c'est de dire, bon, sur les 200 raisons qu'on vous a données d'aller voter aux élections européennes, il y en a au moins une qui vous a convaincu. Moi, je voudrais répondre un petit peu, parce qu'on questionnait un petit peu. La difficulté d'une réponse, d'abord, ça pourrait durer des heures, hein, sur pourquoi, comment. Je crois, mon impression, c'est que l'Europe s'est construite, l'Union européenne, hein, la communauté européenne, l'Union européenne, dans un premier temps, s'est construite dans la discrétion pour contourner les souverainetés des États membres et aboutir à des souverainetés partagées. Et ça s'est fait discrètement, par des mécaniques, par un engrenage, c'est la méthode Monnet, un engrenage. Et on pensait que cet engrenage pourrait aller jusqu'à une démocratie européenne, c'est le même engrenage en quelque sorte. Or, en 2005, des référendums tombent, français, néerlandais, non au traité établissant une constitution, ce qui montrait que l'engrenage vers une démocratie plus transparente, plus directe, plus visible d'une certaine manière, marchait mal. Au moment même où c'est vrai qu'on doit construire aujourd'hui une Europe, cette fois-ci, dans un espace moins opaque, parce que même, et d'ailleurs les ateliers évoquaient cette dimension, un espace moins opaque, plus transparent, plus démocratique, où les Européens aient le sentiment de pouvoir peser sur cette construction. Et c'est la construction d'une démocratie. Mais quand on voit ce que veut dire construire une démocratie à l'échelle d'un continent de 500 millions d'habitants, pas 700, mais 500 millions d'habitants, cette dimension de 500 millions est considérable. Et construire à cette échelle-là nécessite peut-être des évolutions un petit peu différentes. Et surtout d'abandonner la schizophrénie politique européenne, qui est une schizophrénie qui a la vie dure, qui est vraiment forte. Quand on fait quelque chose de bien, c'est national. Quand c'est quelque chose de mal, c'est européen. C'est toujours comme ça. Tous les responsables politiques ont de la schizophrénie. Je ne sais pas ce qui se passe dans le train à grande vitesse ou dans les avions. À Bruxelles, ils disent quelque chose. Quand ils reviennent dans leur capitale, ils disent autre chose. Et quand on regarde un peu plus sérieusement ce qu'a dit tel ou tel ministre, je ne vais pas donner des noms, ça n'a aucun intérêt. Au moment des négociations à Bruxelles, vous regardez qui a voté pour, qui a voté contre. Assez fréquemment, vous voyez que quelqu'un qui a voté pour, qui était tout à fait favorable, dans le train, se dit autre chose. Et quand il s'adresse à sa population, je n'avais pas vu que c'était comme ça, on m'a pris en traite, je ne le savais pas, et pourtant nous a engagés vers ça. Or, ce qu'il faut dire la vérité, l'Europe, c'est un système de compromis à 28
en permanence, 28 ministres qui discutent en permanence ou dans d'autres institutions et qui aboutissent à un compromis. Et ceux qui ont été les battus du compromis, parce que ça se fait à la majorité qualifiée, les battus du compromis reviennent en disant « mais j'étais pas d'accord, mais j'ai pas pu ». Donc je crois qu'il faut aussi apprendre ça, apprendre un système démocratique à cette échelle. Mais peut-être aussi, la difficulté, c'est de mieux faire comprendre, et ce n'est pas fait, qui est compétent pour quoi. Parce qu'on a un flou plus du tout artistique, où il y a un sentiment général que l'Europe se mêle de choses qui ne la regardent pas et ne s'intéresse pas aux choses qui devraient la regarder. Mais si elle se mêle de choses qui ne la regardent pas, c'est parce que les États lui ont donné que ça comme compétence. Et pour les choses qui la regarderaient, où les Européens ont le sentiment d'être, ça serait plus important, les États ne veulent pas que l'Europe s'en occupe. Et donc je crois de temps en temps, la schizophrénie, il faudrait l'abandonner, il faudrait dans les hôpitaux psychiatriques pour responsables politiques, qu'ils découvrent ce qu'ils font à Bruxelles et ce qu'ils font à Paris, à Berlin ou ailleurs, c'est la même chose, mais avec des niveaux différents. Parce qu'il est très intéressant de regarder les eurobaromètres. Quand on regarde les eurobaromètres très sérieusement, pas pour savoir si l'Europe plaît ou déplaît, parce que c'est quelque chose de récurrent, mais on s'aperçoit de quoi? Que les Européens, quand ils se prononcent dans les eurobaromètres, disent il faut une défense européenne, il faut une politique étrangère européenne. Déjà dire ces deux choses-là, ben, ça renverse beaucoup de principes de souveraineté. Mais je vous dis une chose, le Premier ministre suédois a dit il y a quelque temps, si la Suède était attaquée, elle résisterait 3 semaines. 3 semaines, pas plus, militairement, elle ne pourrait pas résister plus de 3 semaines à, par exemple, une intrusion de l'armée russe en Suède. 3 semaines. Je trouve que quand un pays dit, j'en montre 4 d'ailleurs, mais lorsque un pays dit à vous ça, c'est terrible de dire ça. Et si vous prenez les budgets, je ne vais pas être, faut m'arrêter, mais dans ces domaines-là, je pense qu'il faudrait être plus clair, qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, et avoir une vision démocratique peut-être plus forte. Mais si, pour avoir une vision démocratique, il faut que le Parlement européen soit légitime. Et pour qu'il soit légitime, il faut que les électeurs européens votent. Parce que si le Parlement est élu par la moitié des Européens, eh bien la tentation des partis d'extrême, de gauche ou de droite, c'est de dire il n'est pas légitime, il ne représente rien, il ne représente qu'une petite partie de la population. Donc je crois que si on veut en quelque sorte se saisir de cet objet que Jacques Delors disait non identifié, il faut aller voter, participer à l'élection pour montrer de l'intérêt pour cette institution, voire même pour la faire évoluer, mais de l'intérieur. Merci. C'est un peu long, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Moi, j'aurais une question pour Youn et pour Best. Donc, il y a un rôle un peu particulier que le milieu des scientifiques et des ingénieurs a joué dans la construction européenne et continue à jouer. Hein. Alors on connaît tous le CERN bien sûr, Airbus. Il y a des collaborations internationales au niveau des infrastructures, sur les corridors de fret, sur les réflexions sur les autoroutes de la mer et ainsi de suite. Si je me souviens bien, le tout premier accord d'harmonisation technique au monde entre deux pays souverains, c'est 1878, je ne me trompe, entre l'Allemagne et la France sur l'harmonisation de la signalétique et des gabarits ferroviaires dans la région rhénane. Et c'est un préliminaire, si vous voulez, à la CK, hein, déjà cet accord-là, à une époque où pourtant les deux pays s'arment l'un contre l'autre, hein, en prévision de la revanche. Donc il y a toujours eu une dynamique scientifique de l'Europe, et ça fait partie des 2 dossiers sur lesquels l'Europe a sans doute le plus progressé avec les collaborations académiques. Est-ce que dans BEST, il y a une réflexion qui est menée dans vos réunions entre 2 découvertes du patrimoine culinaire et festif local, sur votre vision de ce rôle des ingénieurs dans la construction européenne, sur disons, cette communauté technique et scientifique européenne à construire ou à animer, puisqu'elle existe? Disons qu'en tant que membre de BEST Grenoble, je n'ai pas beaucoup d'informations dessus. En fait, il y a d'autres événements organisés par BEST International. En fait, BEST International, c'est quelques membres des différents BEST
juste une poignée qui organise en fait divers événements. Et justement, il y en a un où justement on rassemble généralement tous les présidents de tous les bureaux, ainsi que des partenaires, afin de justement de discuter de comment faire avancer l'association et de discuter des sujets de ce genre. Cependant, moi je n'ai pas de retour dessus, donc je ne peux pas vous en parler directement. Je peux répondre à ça. Donc, je suis Chloé Vincent, j'ai fait aussi partie de l'association BEST. Et donc, bon, déjà à la base, BEST a été créé pour ça. En fait, c'était lors d'une réunion d'étudiants en technologie. Ils ont décidé donc de créer BEST pour... c'était au moment de la guerre froide, enfin fin de guerre froide, 89. Donc pour créer des liens entre les étudiants de l'Ouest et de l'Est. Donc au début, c'était vraiment Union européenne. Et donc pour répondre à votre question sur le rôle des ingénieurs dans la construction de l'Europe, il y a des événements qui sont organisés au niveau de l'Europe par BEST, en dehors des séminaires technologiques et de tous ceux dont a parlé Youn, qui s'appellent, je ne sais plus trop comment, des symposiums, je ne sais plus, pour justement parler de l'éducation, donc que ce soit au niveau des jeunes, enfin des enfants, et aussi au niveau des universités, notamment donc scientifiques, et donc tout ça lié à l'Europe et à la construction de l'Europe. Donc il y a effectivement des choses qui sont faites, mais plus au niveau international qu'au niveau local dans BEST. Enfin, après on en parle parce qu'on est tous intéressés par l'Europe, mais il y a effectivement des choses qui sont organisées, mais plus au niveau... voilà. Catherine Pouillet, présidente du Conseil de développement de l'agglomération grenobloise. Moi, j'ai encore une question pour le Parlement européen des jeunes. C'est vrai que je trouve que ce projet, enfin cette action est très très intéressante. Je voulais avoir deux compléments d'information. Vous nous avez dit que vous essayez de diversifier les publics. Alors, votre tranche d'âge, là, c'est 16-25 ans. Donc, j'imagine qu'il y a les étudiants. Mais est-ce que vous arrivez à avoir d'autres publics? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Et puis, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'organisation au niveau national, puisque vous nous avez parlé du réseau Grenoble. Enfin, je ne sais pas comment ça s'organise, comment ça s'articule dans les régions, je ne sais pas à quel niveau. Alors déjà, merci beaucoup pour votre question. Au niveau de la diversification de notre public, alors en effet, on touche des jeunes de 16 à 25 ans. Ce qu'on entend par diversification, c'est vraiment de toucher des jeunes de tout milieu social et aussi que ce soit des lycéens, des étudiants ou des jeunes professionnels. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, notamment en termes de frais de participation à nos événements. Ce sont des frais de participation qui sont très réduits et encore une fois, quand on participe à des sessions, l'hébergement, la nourriture et les transports sur place sont pris en charge par les équipes d'organisation. Nos événements nationaux, comme la participation à notre assemblée générale qui a lieu en mars-avril à chaque fois. Dans ce cadre-là, on rembourse aussi les frais de déplacement des jeunes qui viennent de toute la France pour venir à notre assemblée générale, tout comme les week-ends de formation où, encore une fois, il n'y a 0 frais pour les participants. Donc là, c'est vraiment une diversification sociale. On touche aussi des lycées professionnels et techniques. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Le week-end dernier, d'ailleurs, j'étais en Alsace pour participer à une session qui était organisée par un lycée professionnel. Et encore une fois, c'est quelque chose qui nous semble très important, que tout le monde puisse parler d'Europe, quelles que soient les études ou le milieu social, surtout dans des cas où les cours qu'on peut leur dispenser ne touchent pas vraiment toutes ces questions européennes. Ensuite, en termes d'organisation, on a donc un bureau national qui est composé de 16 personnes actuellement, qui coordonne donc les activités sur toute la France. Et on a aussi des relais régionaux dans 11 régions pour l'instant, qu'on appelle nos comités régionaux, qui sont aussi des associations qui sont rattachées par convention cadre à l'association nationale et qui sont donc nos relais en région pour justement participer aussi à nos actions. Et on a ensuite au niveau local des clubs, souvent dans les lycées, on a aussi des clubs de ville, des clubs Europe, qui là encore une fois sont rattachés au niveau national et au niveau régional et qui nous permettent donc d'avoir un rayonnement assez global. Et encore une fois, dans toutes ces instances dirigeantes de l'association, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans.
Aujourd'hui, dans la salle, nous avons beaucoup d'autres acteurs qui pourraient certainement partager leurs expériences de projets liés à l'Europe. Je sais qu'il y a un groupe de jeunes étudiants, il y a des représentants de GEM en débat, d'autres associations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait partager ses idées, ses expériences? Bonsoir à tous. Nous, on est les Jeunes Européens. On est une association européenne qui est aussi donc non partisane, mais pas apolitique, puisqu'on lutte pour avoir une Europe plus fédérale. Donc on a des sections locales, donc on fait partie de la section Isère, donc tous les 4 ici. Et dans notre section, on a différentes actions. Donc on a une partie de nos membres qui s'occupent d'une action qui s'appelle l'Europe à l'école, et donc qui vont dans les écoles présenter l'Europe avec des ateliers assez simples pour des enfants dans les écoles primaires, mais aussi dans des lycées professionnels où on n'évoque pas beaucoup le sujet de l'Europe. Et d'autre part, on a un pôle conférence donc qui présente des conférences et qui s'associe à des conférences sur l'Europe. Et aussi, on a un journal donc européen, le Taurillon, où on a tous la possibilité de participer. Voilà. Alors, bonsoir. Pour compléter cette description, je tenais à rappeler que les Jeunes Européens ont été créés par l'association a été créée par Churchill après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est à l'échelon européen. Et donc, comment? Oui, excusez-moi, le mouvement européen, tout à fait. Et les Jeunes Européens donc sont la section du mouvement européen. Donc nous sommes les Jeunes Européens Isère. Donc c'est vraiment, on parlait de coopération entre les peuples européens. Je pense que cette association est clairement dans ce cadre. Une autre des actions que nous menons sont les séminaires nationaux. Donc le week-end prochain, il se passera à Grenoble. Toutes les sections des Jeunes Européens de France viendront à Grenoble. Et c'est un autre mélange des expériences qui se font pour l'Europe à l'échelle française. Voilà. Et oui, il y a des Italiens et des Allemands qui viendront, qui font partie du mouvement européen, qui viendront à Grenoble le week-end prochain. Voilà. Décidément, à Grenoble, il va se passer beaucoup de choses sur l'Europe et c'est très très bien. Le Parlement, les Jeunes Européens. Peut-être le secrétaire général du mouvement européen de l'Isère veut dire quelque chose, non? C'est pas dans la même génération, mais c'est pas grave. Voilà. C'est Henri Oberdeuf qui préside la section de l'Isère du mouvement européen, où nous travaillons comme les jeunes Européens à une Europe unie, en dehors de tout engagement partisan, on l'a dit à plusieurs reprises ici, mais aussi dans une optique quand même de tendance nettement fédéraliste. Voilà, nous sommes pour vraiment une union à caractère fédéraliste et nous avons des actions très nombreuses que je ne vais pas vous détailler ici, au niveau aussi bien national qu'européen. Je voulais vous parler d'une initiative qui a lieu aussi ce week-end, mais qui n'a pas lieu à Grenoble. Je suis désolée, ça se passe à Nancy. Voilà, c'est pas très loin non plus. En fait, on organise avec plusieurs associations un événement qui s'appelle Mobile Day et qui va être une journée de témoignage et de valorisation d'expériences de jeunes qui sont partis à l'étranger ou qui vont partir à l'étranger. Donc on est sur une thématique de mobilité européenne et internationale pour des jeunes qui sont majoritairement soit demandeurs d'emploi, soit jeunes travailleurs et qui utilisent leur expérience de mobilité à l'étranger. Ils l'ont faite soit en emploi, soit en stage, soit en volontariat. Donc il y a 1001 façons de partir à l'étranger. Et ils vont présenter leur expérience, leur témoignage et ce que ça leur a apporté en termes d'accès à l'emploi. On parlait d'employabilité tout à l'heure avec Madame de Lolagné, mais en termes aussi de citoyenneté et d'engagement. C'est effectivement un terme qui a été assez intéressant à entendre. Partir en Europe permet aussi de découvrir tout ce qui est engagement, volontariat, participation, etc. Donc on a toute une journée de rencontres. Les jeunes vont venir présenter ce qu'ils ont fait. Ils vont le présenter à des jeunes lorrains et ils vont aussi aller questionner des acteurs de la politique jeunesse. Donc on fait venir, malheureusement pas des ministres parce qu'ils sont très occupés, mais on fait venir des personnes
qui représentent les grands programmes européens, qui représentent aussi les institutions, des acteurs, des collectivités locales. Et ils vont pouvoir être questionnés directement par les jeunes qui vont les interroger sur quelle est leur position par rapport à cette mobilité internationale et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Et les acteurs pourront aussi les questionner eux-mêmes. Et ça va être un temps assez fort pour justement mettre en avant le fait que la mobilité à l'étranger est une grande et bonne façon de découvrir l'Europe. Certes pas la seule, mais une étape très très structurante pour les jeunes. Et c'est grâce à cet événement-là aussi qu'on veut par la suite réunir plus d'acteurs et faire que cette notion soit un peu plus partagée. Madame de Lolagné a parlé des comités régionaux de la mobilité qui vont se créer et qui vont permettre aussi de développer des actions dans ce sens-là. Donc voilà, ça s'appelle Mobile Day. Il y a un site web qui s'appelle mobileday.org. Vous pouvez suivre l'événement et vous pourrez suivre ses retombées et comment ça s'est passé samedi prochain. Merci. Puisqu'on présente chacun les choses, moi je n'ai pas présenté l'UPEG et c'est dommage parce que l'Université populaire européenne de Grenoble, on fait beaucoup de choses aussi. Et ça, un cycle de conférences, à peu près une conférence par mois. Et c'est, par exemple, la semaine prochaine, c'est-à-dire le 26, on fait l'Europe et la Chine, concurrents ou partenaires, avec un spécialiste de la Chine, Jean-Luc Domna, qui vient évoquer la Chine. J'espère qu'il ne fera pas sa conférence en chinois, qu'il parle couramment, mais il la fera en français. Et puis les élections européennes, vous avez évoqué tout à l'heure aussi. Donc c'est vraiment très régulier. Nous avons un site aussi et un partenariat avec la métro et la ville de Grenoble. Et donc c'est précieux. Voilà, chacun fait un peu sa communication, mais c'est important aussi. Mais je ne l'avais pas fait au début. Est-ce qu'il reste une question? Ou deux, parce que quelques instants. Vous êtes rassasiés. Bien. Bien, merci. Alors... Merci. Juste pour vous dire, si vous avez aimé cet atelier Métro Citoyen, nous vous convions, Sylvie et moi-même, le 18 décembre, à un nouvel atelier Métro Citoyen sur le thème du territoire et des cultures. C'est ça, Sylvie? Suivez les médias et rejoignez-nous. Bien, bah écoutez, je me joins à l'invitation. Je suis très content de cette soirée. Je suis très content de cet événement à GEM et qu'on ait pu y contribuer. Juste peut-être deux petites choses. Alors une, un peu pour rigoler, mais oui, Henri, Saint-Pétersbourg en Russie, c'est certainement la ville la plus européenne de Russie. Donc il n'y a pas pour moi photo. Saint-Pétersbourg. Culturellement parlant, c'est une ville qui est hors Kaliningrad évidemment, mais qui n'est pas une ville russe. La deuxième chose que je voulais dire, c'est Henri Oberhof au départ a parlé de démocratie anonyme concernant l'Europe et il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de militantisme autour de la cause européenne, on l'a vu ce soir. La question qui va se poser tôt ou tard, c'est la question de la responsabilité des élus par rapport à leur discours et leur politique européenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'il y a eu quelques progrès, on a des élus non responsables devant leur électorat, donc finalement la pression sur eux, elle n'est pas très quotidienne, elle n'est pas très forte, et c'est peut-être là qu'il va falloir jouer quelque chose, et c'est peut-être là que ce courant associatif aussi doit développer un axe de renforcement. C'est ce que vous faites déjà, a priori, donc d'après ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors je m'excuse, tout à l'heure je vous ai mal présenté par le roman européen des jeunes. Je vous prie de m'en excuser. Alors moi aussi je vais faire ma pub pendant qu'on y est, puisque c'est un peu le ton final. Du 3 au 6 avril, et c'est aussi pour ça que je suis content d'accueillir cette journée ici, c'est parce que pour moi c'est une manière aussi d'inaugurer les 5 mois qui nous mènent à l'événement. Du 3 au 6 avril 2014 aura lieu le 6e festival de géopolitique à GEM, avec comme thématique cette année Eurasie, avenir de l'Europe. Donc vous voyez qu'on est absolument complètement dans le ton, dans le thème et dans les questionnements. Bien sûr, on ne parlera pas que de l'Union européenne, mais aussi de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui la prolonge vers l'Est. Et je vous invite à vous renseigner sur le programme quand il sera paru, vraisemblablement courant décembre. Et si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait et souhaitent le faire, de soumettre des contributions. C'est un festival, c'est pas un colloque, donc on ne recrute pas que des enseignants-chercheurs réputés dans le monde entier.
On cherche aussi des témoignages pratiques, on cherche aussi des expériences associatives. Bref, on est ouvert à toute proposition pertinente sur le thème. Merci encore, merci de votre participation. Merci, messieurs, dames. Et j'espère à très bientôt.